Bienvenue sur Philonour. Alors aujourd'hui, on va explorer une idée à la fois toute simple et en même temps assez bouleversante. Elle nous vient d'un penseur des années 1920, Bediüzzaman Said Nursi. Et c'est une de ces idées qui franchement pourrait bien changer radicalement notre façon de voir les épreuves, les imperfections, bref, tous les défis de la vie. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Voilà, c'est cette phrase qui va être au cœur de toute notre réflexion. C'est quand même une affirmation assez audacieuse, non? Ça suggère que le mal, ce n'est pas juste une erreur, un accident de parcours. Non, ça jouerait un rôle essentiel dans un tableau beaucoup plus vaste. Et c'est ce puzzle qu'on va essayer de reconstituer ensemble aujourd'hui. Bon, pour commencer, attaquons-nous au premier grand principe de cette philosophie. L'idée, c'est que chaque création, absolument chaque chose, contient une sorte d'équilibre fondamental. Mais attention, on ne parle pas d'un équilibre 50-50, non, c'est une dynamique bien plus intéressante que ça. Alors pour bien comprendre cet équilibre, il y a deux concepts clés à saisir. D'un côté, on a ce qu'on appelle le mal partiel. Attention, ce n'est pas le mal absolu, le mal avec un grand M. C'est plutôt un problème limité, une imperfection, une petite part d'ombre. Et de l'autre côté, on a le bien abondant. Et là, on parle de la bonté, de la beauté, de l'ordre, de tout ce qui constitue en fait l'écrasante majorité de la réalité. Le point qui est absolument crucial à comprendre, c'est que ce mal partiel, il existe toujours à l'intérieur du bien abondant. Il n'est jamais seul. Et ce qui est fascinant, c'est que ce bien abondant, ce n'est pas du tout une idée abstraite, c'est hyper concret. C'est le simple fait qu'on soit en vie. C'est notre corps qui se bat pour guérir tout seul. Ce sont les liens d'affection, de solidarité qu'on tisse entre nous. C'est même l'ordre incroyable de l'univers qui nous permet d'exister. Voyez, ce bien, c'est la norme. C'est le tissu même de notre réalité. Et le mal partiel, ce n'est qu'une petite exception à cette grande règle. Et cette image-là, elle illustre l'idée à la perfection. Imaginez, personne ne regarderait une forêt immense, magnifique, en pleine santé, pour la juger mauvaise juste à cause d'une seule branche morte. Ce serait complètement absurde, on est d'accord. Et pourtant, c'est exactement ce qu'on fait très souvent dans nos propres vies. On se fixe sur la branche sèche et on en oublie toute la forêt. Ok, maintenant qu'on a posé ça, voyons comment tout s'articule. Parce que le véritable problème, en fait, il ne vient pas de l'existence de cette branche sèche. Non, le vrai danger, il vient de notre réaction face à elle. Et c'est là précisément que tout peut basculer. Donc la question se pose forcément, si ce mal n'est que partiel, s'il est si limité, alors pourquoi est-ce qu'il nous cause autant de souffrance? Eh bien la réponse de Nursi, elle est d'ordre psychologique. Il nous dit que le danger, il n'est pas vraiment dans le monde extérieur, il est à l'intérieur, dans notre propre esprit. Et voilà le mécanisme, le piège en 3 étapes. Étape 1, on se focalise, on fait une fixation complète sur le petit problème, ce fameux mal partiel. Étape 2, à force de fixer ce point noir, on devient aveugle à tout le reste, à tout le bien qui l'entoure. On l'oublie, on finit même par le nier. Et étape 3, la conséquence, en faisant ça, on crée nous-mêmes un mal bien plus grand, le désespoir, la colère, l'amertume, bref, un mal intérieur qui vient tout empoisonner. Pour le dire autrement, le mal partiel, c'est le problème de départ, l'étincelle. Mais le grand mal, la véritable catastrophe, c'est notre décision de nous noyer dedans. C'est le fait d'abandonner toute la forêt juste pour cette seule branche. C'est cet acte de fixation mentale, cette obsession qui est réellement destructeur. Mais alors la question c'est, si on arrive à éviter ce piège, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est là que cette philosophie devient vraiment puissante. Parce que notre perspective, notre regard, peut non seulement nous protéger, mais elle peut carrément transformer la nature même de l'épreuve. Et ça, c'est vraiment la question fondamentale, non? Comment est-ce qu'une chose qui est négative à la base, comme la douleur, l'échec, comment est-ce que ça peut aboutir à un résultat positif? Alors attention, la réponse, ce n'est pas que le mal devient bon, pas du tout. C'est plus subtil, c'est qu'il peut être mis au service du bien. Et cette nuance, elle est capitale. Le mal, nous dit-on, peut prendre la valeur d'un bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il reste ce qu'il est, une difficulté, une souffrance. Mais les résultats qu'il produit, les leçons qu'il nous force à apprendre, tout ça, c'est tellement précieux que ça finit par justifier l'épreuve. Le mal devient alors une sorte d'instrument, un outil au service d'un bien encore plus grand. Prenons un exemple très concret, la maladie. C'est un mal partiel, ça il n'y a aucun doute là-dessus. Mais combien de fois c'est la maladie qui nous fait réaliser à quel point la santé est un trésor, ce fameux bien abondant qu'on tenait complètement pour acquis. Et cette prise de conscience, elle peut nous mener à plus de gratitude, à un mode de vie plus sain. Au final, le mal a servi un bien. C'est la même chose pour un échec professionnel par exemple. C'est un mal partiel, et oui, c'est douloureux, mais c'est aussi une leçon qui n'a pas de prix. Cet échec, il nous montre nos erreurs, il nous force à nous réinventer et il peut devenir le tremplin parfait vers un succès beaucoup plus grand, beaucoup plus solide. L'échec de départ a donc là aussi pris la valeur d'un bien. L'analogie du médicament amer, je trouve, est parfaite pour ça.
Le goût du médicament est mauvais. C'est le mal partiel. Mais on l'accepte, et même volontiers, parce qu'on sait qu'il apporte la guérison, qui est le bien abondant. En fait, on ne valorise pas le médicament pour son goût, mais pour son résultat. Eh bien, pour les épreuves de la vie, c'est exactement le même principe. Ok, on arrive à la conclusion pratique de tout ça. Comment est-ce qu'on applique cette vision au quotidien? Comment on fait, concrètement, pour que nos difficultés deviennent des leviers de croissance, plutôt que des gouffres de désespoir? Le point le plus important à retenir, c'est peut-être celui-ci. Les épreuves ne font pas que nous apprendre des leçons. Elles révèlent qui nous sommes. Pensez-y. Sans difficulté, comment développer le courage, la patience, la résilience? Toutes ces qualités, qui font partie du bien abondant de notre potentiel, resteraient simplement endormies. Les épreuves, ce sont les catalyseurs. C'est ce qui vient les réveiller. Donc, au final, tout revient à nous. La même épreuve peut littéralement détruire une personne et en construire une autre. La différence, elle n'est pas dans l'événement en lui-même. Elle est dans la perspective, dans le regard qu'on choisit de porter. Ce pouvoir presque alchimique, de transformer le plomb en or, de transformer un mal partiel en un serviteur du bien, eh bien ce pouvoir, il est entre nos mains. Alors, je vais vous laisser avec une dernière question pour réfléchir. Et si cette épreuve, celle que l'on vit, celle qui nous préoccupe, si, au lieu de la voir comme un mur infranchissable, on la voyait comme une porte? Une porte, certes, peut-être douloureuse à pousser, mais une porte qui mène vers une version de nous-mêmes plus forte, plus sage, plus reconnaissante. Et si finalement ce mal partiel n'était que le prélude nécessaire à un bien beaucoup plus abondant? La réponse, bien sûr, appartient à chacun.